Bonsoir tout le monde. Alors on est très heureux de vous accueillir, les étudiants de l'atelier plus d'autres personnes du public. Donc on est très content de faire cette conférence. Je vais introduire la conférence, qui sont ces deux messieurs, le contexte, et ensuite je vais laisser nous raconter leur histoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, James est australien. Il a un background à l'origine de charpentier, et on s'est rencontrés en Haïti. Et on a travaillé en Haïti depuis 2010. Moi, j'ai quitté Haïti en 2012, et lui, il est resté, il est encore, la semaine dernière, il est encore en Haïti. Charles, il est français, Croix-Rouge française. James a travaillé pour la Croix-Rouge américaine, la fédération, plein de différentes Croix-Rouges, on vous expliquera. Et les deux ont travaillé sur le terrain, sur comment répondre à la crise du logement suite au tremblement de terre de 2010 en Haïti. Je suis très content de les avoir ce soir avec nous parce que c'est deux personnes qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis, je dirais. Qui ont vraiment fait face au challenge et qui ont trouvé des solutions. Et on fait cette conférence aussi pour montrer que y a beaucoup d'idées reçues sur Haïti, des idées reçues sur la réponse au tremblement de terre. Certains disent qu'il ne s'est rien passé, il s'est passé des choses. On a souvent une très très mauvaise idée de la réponse qui a été faite au tremblement de terre en Haïti. Et là, on a la chance d'avoir ces deux personnes qui connaissent vraiment la réalité parce qu'ils se sont coltinés la chose. James est australien, donc il ne parle pas français. Donc il va faire la conférence en anglais. Si jamais il y a vraiment un truc que vous n'avez pas compris, vous levez la main et Charles pourra vous traduire l'essence même du propos. D'accord? Donc allons-y. Alors, avant tout, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui ne connaissent pas, je vais dégrossir l'introduction, les gros chiffres, le contexte, pour qu'ensuite vous puissiez vous libérer de ces idées-là et se concentrer sur les histoires qu'ils vont nous raconter. Donc en gros, la Croix-Rouge, l'idée est née en 1960, au milieu du 19e siècle. Henri Dunant, businessman genevois, veut rencontrer Napoléon III pour parler business. Il est en train de faire la guerre à Solferino en Italie. Il arrive là-bas et il découvre le massacre, la boucherie de la guerre. Et donc en tant qu'être humain, il est sous-tombé et il réquisitionne une église et des infirmières pour monter un hôpital de campagne. Il rentre tout seul à Genève, il va voir ses amis et il décide de faire quelque chose et il monte en 1863 la première entité de la Croix-Rouge qui est basée sur une idée simple: un blessé de guerre, un combattant quand il est blessé devient non combattant et les deux camps doivent le protéger. De cette simple idée qui découle de 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, maintenant c'est le plus vaste réseau humanitaire du monde, de l'idée d'un homme, de la réaction d'un homme à quelque chose qu'il a questionné. On a maintenant 190 sociétés nationales, donc une société nationale quasiment dans tous les pays, Croix-Rouge ou Croissant-Rouge, la même chose. Ce réseau compte 11,6 millions de volontaires, ça fluctue entre 11, 15, 13, selon les années, on va dire, et selon notre capacité de vraiment les compter. Ça compte quand même 500 000 employés dans le monde, ce qui est quand même énorme, parce que quelle entreprise dans le monde a 500 000 employés, si on prend cette perspective, et à 165 000 branches locales. C'est-à-dire, à Strasbourg, il y a un bureau de la Croix-Rouge. Cette branche locale est branchée et connectée au reste du monde. Donc c'est vraiment le plus gros réseau humanitaire du monde. 3 entités, le CICR, le Comité international, qui est la seule entité qui a vraiment un mandat, qui est détenteur des conventions de Genève, qui lead la Croix-Rouge, le moment de la Croix-Rouge s'il y a un conflit, en support et avec les sociétés nationales. Et puis il y a la Fédération internationale de la Croix-Rouge Croissant-Rouge qui donc fédère toutes ces sociétés nationales, dont un de ses mandats est de coordonner la réponse en cas de catastrophe naturelle, ce qui a été le cas en Haïti. Et pourquoi on parle de logement et pourquoi c'est important? Parce que début des années 2000, il y a eu une réforme humanitaire suite au Darfour et au Rwanda, et l'ensemble de la réponse humanitaire s'est dit qu'il faut qu'on se coordonne mieux. Et donc les 5 piliers qui sont les bailleurs de fonds, les ONG, les Nations Unies, la Croix-Rouge et les gouvernements, on dit comment on se coordonne mieux. Et donc si besoin est, on peut activer des clusters, donc des mécanismes de coordination. Il y en a 11 que vous voyez ici, rapidement, qui sont tous l'idée par une grande agence qui a pris l'engagement vis-à-vis de la planète humanitaire de prendre un rôle de coordination et de lead. Et ils sont tous l'idée par les Nations Unies. La santé, c'est l'OMS, l'eau, c'est l'UNICEF par exemple. Et le seul où la Croix-Rouge a dit nous on veut s'engager, c'est le logement.
logement d'urgence après une catastrophe naturelle. Et donc la Croix-Rouge a dit on va augmenter notre capacité opérationnelle de réponse, on va renforcer nos capacités en entraînant nos volontaires pour mieux répondre. Et puis il y a cet engagement de coordination qui est beaucoup plus vaste et on ne va pas l'aborder ce soir. Un petit rappel sur ce qu'était le tremblement de terre en Haïti quand même. C'était en 2010, on parle de plus de 220 000 morts. C'est quand même une échelle incroyable, quand même, 220 000 morts pour finalement un tremblement de terre sur 7 de l'échelle de Richter. 3 semaines après, il y en a de 9 au Chili, il y a eu 50 morts. Donc ça montre la vulnérabilité du pays. On parle de plus de 300 000 blessés, on parle de plus de 2,3 millions de déplacés. Qu'est-ce qu'on appelle un déplacé dans ce cas-là? C'est j'étais dans ma maison s'est écroulée, je suis allé sur le terrain de foot, je suis allé dans la rue, je suis allé... et j'ai essayé de trouver une solution. Et nous, on est arrivé à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Pour en donner l'échelle, et vous montrer les photos, on parle de 13 des 15 ministères qui sont à terre. Imaginez un pays avec un État qui est déjà faible, et il a perdu toute sa capacité de réponse de coordination. Toute la société civile est par terre. Et puis on travaille, et un an après, on a encore 1,5 million de déplacés dans 1000 camps. Pour donner une idée, c'est comme si à Strasbourg, la place de la gare était un camp de réfugiés. Si les rails de tram étaient, il y avait des tentes et des bâches plastiques partout. Par rapport à ça, rapidement, la réponse, alors on pense que c'est sûrement la plus grosse réponse du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans un pays. Pourquoi? Parce que collectivement, 1,25 milliard de francs suisses. Quand l'ensemble des États ont dit on va mettre 10 milliards, donc la Croix-Rouge était énorme, 126 sociétés nationales ont contribué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Croix-Rouge de Serbie a envoyé un peu d'argent, la Croix-Rouge de Singapour a envoyé quelque chose. Donc plus de 2/3 de la planète Croix-Rouge, du mouvement Croissant-Rouge, a contribué à supporter la Croix-Rouge haïtienne qui devait répondre à ce désastre. Et puis pour se rendre compte de ce que ça veut dire le logement, 31% des fonds dépensés, c'est sur le logement. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce que c'est la Croix-Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En urgence pure, 180 000 familles, ménages ont reçu un soutien d'abri d'urgence. On multiplie ça par 4, 5, on n'est pas loin du million de personnes qui ont reçu un soutien de la Croix-Rouge en urgence. Et puis après, sur la droite, vous voyez toutes les solutions d'après, c'est ça qu'ils vont nous raconter. Ils vont nous raconter la première et la deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire de donner des solutions, le logement de transition? Qu'est-ce que ça veut dire la subvention, l'installation, la location, et ainsi de suite. Bon voilà, on voulait juste vous donner, je voulais juste vous introduire le sujet, vous présenter le contexte. Oubliez les chiffres, on n'est pas là pour parler chiffres ce soir, on est parlé de dire qu'est-ce que ça veut dire. Et donc je passe la main à Charles, qui va vous... Et en fait l'idée c'est qu'ils vous racontent leur histoire. On n'est pas sur une conférence pour défendre ce qu'a fait la Croix-Rouge ou pas, on est là 2 personnes qui ne sont pas architectes. Qui nous expliquent la plus grande réponse peut-être de la Croix-Rouge et sur de l'abri logement, qui est le rôle de l'architecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense qu'on a nous avons des amis haïtiens dans la salle, n'est-ce pas? Donc on a invité des haïtiens à venir. Comme Oye. Voilà, j'ai contacté la communauté haïtienne, donc Jojo, mon ami depuis 2 mois, à venir pour qu'à la fin du débat, on ait un débat entre nous architectes et tu architectes, nos 2 messieurs qui ne sont pas architectes, et des haïtiens. Et je pense qu'on peut avoir des discussions très intéressantes à la fin. Donc je laisse le micro à Charles. Ok, bonsoir à tous. Alors, on va vous décrire l'arrivée et comment nous on a ressenti notre arrivée sur Port-au-Prince peu de temps après la catastrophe. Je suis sûr que nos amis haïtiens ont une autre vision. Voilà, c'était vraiment la nôtre qu'on voulait partager. Une arrivée pour nous qui s'est fait dans un chaos. Hein. C'est assez compliqué de raconter ça. On va essayer de le partager un maximum. On voit l'aéroport où on voit des gens qui souhaitent quitter le pays. Donc on est dans cette première atmosphère, une atmosphère humide, en zone tropicale où il fait chaud, on sent l'air qui est lourd, on se balade un petit peu dans la ville et on voit aussi toute l'insécurité que peut y avoir après une catastrophe, hein, avec des pillages, on voit des voitures des Nations Unies en haut à droite, on voit aussi les premières infrastructures, ces gros bâtiments qui sont complètement par terre. Moi j'ai des souvenirs d'un millefeuille géant où je vois toutes les dalles empilées les unes contre les autres parce que tous les poteaux sont complètement effondrés. Donc voilà, une image assez marquante et assez dure quand on arrive sur place. Also, I'm going to add a couple of things, but firstly I want to say
anyone doesn't understand what I'm saying, just stick your hand up and my dear friend Charles will translate what I am saying. So just on a personal note, you see here the devastation, but also you don't see the logistical problems, you don't see the people that are dead underneath those buildings, and then you don't see, you're working with Haitians to try and rebuild the country and deal with this emergency and the issues that they're dealing with on a daily basis as they come to work with you. So it's just a point that I wanted to put onto the slide to, bring a little bit of personal experience to it. Donc ça c'est une cartographie, donc tout ce qui est en rouge et bleu c'est voilà, les maisons qui sont écroulées ou infrastructures publiques. Donc c'est juste une photo de Port-au-Prince, c'est pas de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il n'y a pas Delma, Tabar, et voilà, on est juste sur Port-au-Prince, donc voilà, c'est l'ampleur des dégâts qu'on a sous format de cartographie qu'on peut voir à l'arrivée. Palais présidentiel, voilà, nos amis haïtiens, je pense que cette image, c'était une image choquante pour nous aussi, de voir un petit peu pas à l'image du pays, mais bon, quand tous les fondements s'écroulent, on voit que le palais présidentiel s'écroule. C'est un signe fort quand même d'un pays qui est voilà, en souffrance après une catastrophe de telle ampleur. Donc là on est sur tapis rouge. Alors c'est James vous parlera spécifiquement de cette zone. Voilà, on voit à l'arrivée les camps informels qui se créent, les distributions qui sont faites et les gens qui commencent juste après le tremblement de terre à investir tous les lieux, tous les endroits, tous les espaces un peu libres. Donc voilà, et on verra plus tard ce qui est devenu ce quartier. James, si tu veux donner un mot. Try and keep this image in your mind. We'll come back to it at a later stage and you'll see some of the work that we do in this area several years down the track. So I just want to kind of make you guys try and remember this image as we go through the presentation. La piste, alors en dessous c'est donc tapis rouge, ce que l'a dit James, il va revenir, gardez bien l'image en tête et vous verrez après le résultat quelques années après. Bon, bah, en une année, vous voyez sur la piste qui est à côté de l'aéroport, l'urbanisation formelle, informelle, partante qui peut se créer en un an. Un an après, on a encore 1,5 million de personnes vivant dans 1000 camps. Le Champ de Mars, le Champ de Mars c'est juste en face le palais présidentiel, donc voilà, qui a été aussi complètement investi par les populations pour s'installer de manière temporaire. Sachant que le temporaire peut durer, on ne parle pas d'un mois, hein, on parle d'une durée un peu plus longue. Et en dessous, Canaan Corail, qui était un territoire, je dirais, vierge, de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est en haut plus vers Croix-des-Bouquets. Aujourd'hui on parle de 200 000 personnes. 160,000 people live there, and it's estimated $100 million has been invested in the area by them. And it's just something that we need to think about, you need to think about, or anyone involved in this kind of activity, program, project. People are spending a lot of money, and with some technical help from urban planners, from architects, they can spend that money a little bit more wisely if we can get there at the right time. And so Canaan is a real eye-opener for what can happen when people make a decision to do something. On parle de capacité de résilience des populations, vous avez peut-être entendu ça, c'est vraiment la capacité à se remettre après un choc. On voit que les gens qui investissent 100 millions et qui commence à réfléchir à une organisation urbaine d'une zone qui était vierge avant, c'est aussi ce principe de résilience, de dire on va nous-mêmes affronter les propres challenges et essayer de surmonter ça. Là c'était aussi pour un peu vous rendre compte des conditions de vie et de travail qui sont relativement précaires dans l'urgence. Donc on voit en haut à gauche, c'est probablement une réunion qui se fait à la lampe torche. On voit aussi les conditions de vie, hein, on vit dans nous aussi on vivait dans les tentes.
Donc de la fatigue, on dort pas bien, on dort pas beaucoup, on est quand même soumis à un stress assez important parce que c'était, il y avait quand même de la violence. On en parlait entre nous hier soir. On a à un moment donné travaillé avec des groupes armés, des gangs qui sont un chimère dans certains quartiers de Port-au-Prince. Et donc voilà, et on voit l'espace de tout en bas à droite, c'est l'espace de travail. Donc voilà, on a de la place, on n'est pas du tout les uns sur les autres. Voilà, c'est un petit peu les conditions de travail qui sont voilà, assez précaires et assez dures au quotidien. Donc l'urgence, on parle de 4 mois, on dit qu'on est en phase d'urgence pendant 4 mois. Donc là, c'est les premières distributions de kits non élémentaires, donc c'est des kits cuisine qui sont composés d'assiettes, ustensiles, casseroles ou autres. Ça peut être des kits hygiène avec du savon, brosse à dents, serviettes ou autres. Et ça peut être aussi les kits abris que certains d'entre vous ont vu aujourd'hui. Là on est donc sur les camps. Alors vous voyez tout en haut à gauche, c'est par eux-mêmes, les gens par eux-mêmes qui ont commencé à construire leur abri. Donc utilisation de draps, de tout ce qu'ils peuvent trouver sous la main, ce qu'ils ont pu récupérer de leur maison. Et tout en bas à droite, c'est après l'intervention, après la distribution. Et on voit bien les tarpaulines que vous avez vues pour certains d'entre vous aujourd'hui. Voilà, toute l'aide en peu de temps, et on arrive quand même à une première amélioration déjà du paysage. Là on est sur de l'accès à l'eau, donc le point d'eau est au milieu des gens. C'est aussi première nécessité, hein, c'est d'avoir un toit, avoir de quoi manger et avoir de quoi boire. Donc voilà, c'est les premières distributions d'eau qui se font. On est en contexte urbain. Donc difficulté d'accessibilité, des maisons détruites, des fois des passages impossibles au niveau des routes, et du coup il y a une partie, là ils ont de la chance, c'est qu'on arrive à avoir un robinet. Des fois c'était par camion, donc on appelle ça du water trucking, où c'est des camions citernes qui font le tour des différentes zones et différents camps pour remplir des réservoirs et distribuer l'eau. Et donc ça c'est les latrines avec les toilettes, les douches sur la gauche. Latrines, donc on est dans les camps, on peut pas faire ça de manière permanente, donc on a été obligé de les surélever. Donc une complexité supplémentaire aussi pour nous. Des fois on peut aller un peu plus vite avec d'autres méthodes. Là voilà, ça a été surélevé, et puis on s'est posé la question aussi de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap par exemple. Sur cette, mais on est en urgence, il faut prendre des fois des décisions vite, rapides, et qui ne sont pas optimales, mais après sur lesquelles on travaillera pour les améliorer. L'urgence, c'est aussi de la coordination. Donc Xavier en a parlé juste avant sur le mécanisme de cluster. Shelter, donc c'est le mécanisme de coordination sur l'abri et la reconstruction. On voit les premières, tout en haut, l'image des réunions de coordination où tout le monde est bien assis et a de la place pour prendre des notes. Et en dessous, on voit aussi la coordination avec l'armée, avec la société civile, avec au niveau du port pour l'acheminement de matériel. Voilà, c'est tout ça la coordination. Il y a des gens qui sont spécialisés et dont c'est leur métier de coordonner, pendant que d'autres, comme notamment James et moi, sont plus sur le volet opérationnel. Again, I think I just want to step in, and on a personal note, we have many mechanisms for coordinating with different NGOs, with the Red Cross, with the government, and they're all important, but at the end of the day it comes down to people and your ability to listen and your ability to speak up when you need to. And to be prepared to have your mind changed. You know, you're not always the person that's right. And I think the most difficult person that I've found to coordinate are the people that think they know exactly what needs to be done, and they're not prepared to change their mind. So it's just a personal insight there. Et je le partage. Vous avez tous compris cette problématique que certains ont d'arriver avec la solution toute faite alors qu'en fait ils n'ont pas écouté la population. Et voilà, c'est ce que souligne James, c'est à juste titre. Voilà, informalité, alors on en parlait, c'est Haïti, Port-au-Prince, il y a des morts, donc c'est une petite montagne, une petite colline. Voilà, là on est sur le camp d'Accra.
Je sais pas si ça parle aux Haïtiens. Voilà, bien difficile comme zone d'intervention avec une complexité topographique et de relief. Là, on est 6 mois après, donc on arrive sur la phase de post-urgence. On est sur ce qu'on appelle les programmes de T-shelter, donc c'est des abris transitoires. Fait en bois, et c'est l'usine de préfabrication de la Fédération Croix-Rouge qui a été mis en place par les équipes de James. Voilà, ce qui est à noter là-dessus, c'est aussi le fait de... Là, on est en train déjà de commencer à redévelopper un peu le tissu économique. On emploie les gens, on commence à les former, à mettre en place des formations pour ce type de travail. Yeah, and just a quick number, 8,000 transitional shelters were fabricated in 18 months from this factory. So it was an impressive setup, if I don't say so myself. Donc voilà à quoi ça ressemblait en produit fini. Donc c'était un abri qui faisait 18 mètres carrés, puisqu'on était sur 3,5 mètres carrés par personne. Simplement pour vous dire que des fois on n'a pas pu respecter ça, qu'on s'est retrouvé dans des situations où il y avait des familles de 5 personnes qui avaient un terrain qui était beaucoup plus petit et qui ne pouvait pas amener les 18 mètres carrés, et du coup on a construit quand même des choses inférieures à 18 mètres carrés, je vous rassure. C'est juste un standard. Les standards sphères que vous avez vus avec nous aujourd'hui sont des standards pour essayer de tendre vers ces standards. Autrement, on a fait des choses qui étaient de 12 mètres carrés. On a aussi fait des assemblages de plusieurs shelters pour plusieurs familles. Il y a eu plein de prototypes qui ont été faits pour s'adapter au mieux aux besoins de l'individu et aux besoins de la famille. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut s'adapter aux besoins des gens et pas s'adapter à nos besoins à nous en tant qu'organisation humanitaire. Donc voilà, à l'intérieur, on voit qu'il y avait une appropriation quand même qui s'est faite par la population, hein. On leur a, c'est eux-mêmes qui ont commencé à peindre, à installer leur logement, à se faire un coin un peu cuisine à l'extérieur, chambre, salon, même avec 18 mètres carrés. Voilà, ça, une vraie participation en tout cas au montage, et une vraie appropriation qui s'est faite à un moment donné par la population. Help me with this one, Charles. Charles left after 2 years and he did a lot of work on these shelters. But then I was able to see how these were used in the city as the city grew and as it developed further and as we kept working there. And even up to now, you still see these transitional shelters. They've been modified, they've been pulled apart and added to other parts of another house. So I guess what I'm trying to say is they don't look impressive, but when you come down to it, they were something that got people out of the camps, and 7 years down the track, they're still being used and reused, and they didn't sort of interrupt the fabric and the growth of the city, which I thought at the end of was an important sort of aspect of how it all worked. Et ça, c'est une autre aussi difficulté, c'est que par exemple, quand on a travaillé sur les abris transitoires, on avait dit, bon, de toute façon, on fait des choses pour 3 ans, 5 ans maximum. Ouais. C'est en 2010, on est en 2018, 8 ans après, ils sont encore là. Donc c'est aussi toute cette difficulté de se dire, non, c'est du temporaire, mais en fait, le temporaire peut devenir à un moment donné semi-permanent, voire permanent. Et dans la conception, dans l'usage, dans la réflexion, dans l'inclusion de la communauté, de la population, pour développer ça, elle est primordiale, si on veut, justement, parce que ça va rester à un moment donné. Donc on fait de manière, on essaie de vous faire quelque chose de chronologique. Donc 6 mois, là on est 1 an après. Et 1 an après, on voit qu'il y a quand même une évolution un peu de l'approche, des réflexions qui commencent à émerger, et la définition d'une nouvelle stratégie qui se met en place par les acteurs humanitaires, en concertation avec la société civile, avec les institutions, avec les partenaires privés également. Et on en ressort 3 grands axes. Une, c'est de dire, bon, il y a des gens qui souhaitent sortir des camps, il faut qu'on identifie des solutions. Et on vient avec 5 options que va vous présenter James. Moi par exemple, j'ai pas été impliqué directement sur les camps, moi j'ai beaucoup plus travaillé sur les quartiers. Donc les gens qui n'ont pas été déplacés, qui sont pas partis sur les camps, certains ont souhaité rester dans leur quartier, rester à proximité de leur maison. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et on a commencé aussi avec
les autorités, avec James, Xavier, la Croix-Rouge et autres, à aussi réfléchir sur l'approche quartier, une approche quartier intégrée, donc réfléchir sur une vision un peu plus multisectorielle plutôt que de travailler en silo, là, la construction, l'eau, voilà, d'avoir une réflexion un peu plus holistique. Et il y a une troisième après stratégie qui a été discutée, c'était sur l'autonomisation des camps. On savait, on pouvait laisser penser qu'il y avoir des camps qui allaient rester et qu'il n'y aurait pas d'autre solution. Avant le tremblement de terre, à Port-au-Prince, c'est 200 000 personnes qui étaient sans logement. Donc, il y avait déjà 200 000 personnes qui n'avaient pas un toit avant le séisme. Okay. I give the microphone to Mike. Okay, so this we start to look at what happened 1 year after the earthquake. And 1 year after the earthquake, we still had 1.5 million people living in camps, under under tents, under what you were some of you were looking at designing today. Do I need to translate this? No. So we came together with government stakeholders, with other Red Cross agencies, with other NGOs, and we tried to discuss what kind of options, what kind of ways we could facilitate or help these people that were living in these camps, finding solutions for them to support them to find a way out of the camp. And that wasn't just for them, but it was also to help the city return to the way it was before, to help the public spaces that were occupied become public spaces again, so some kind of normalcy could return to the city of Port-au-Prince. So the first one was the transitional shelter built on their own land. Now, a year after the earthquake, most people had already taken this option, so we kept the option open, but in reality, most people that had the ability to move onto their own piece of land had already taken this as an option. The second one was to build and shelter on someone else's piece of land. As long as you had an agreement with that person for 2 years or more, we would go and build it there. The whole purpose of a transitional shelter was you could pull it apart after 2 years, move it to another location if you wanted, or renegotiate with that landowner to keep it on that piece of land. The third option was cash grant, material purchase, and technical support to help people repair houses. Now, this wasn't something that was really possible at scale at the beginning, but a year into it, it was definitely something that, supply chains were set up. People had the technical capacity in country, and we could slowly start to think about ramping that sort of option up, so that we could help more people with returning to their original house. The fourth option, which became a very popular option, was a rental grant. And the rental grant was popular because actually as we went back into these camps and we talked to people, we found that 80% of those people actually rented a house beforehand. So we were trying to give them an option that they didn't have before. They didn't have a piece of land to build a transitional shelter because they were renting a house. So this then, we started to evolve this idea, which was fairly contentious at the time, and we looked at the market, how much it would cost for a year's rent, and it ended up being a $500 cash grant for a rental of a room, basically, with sanitation, and also some livelihood support in terms of a cash grant as well. And that helped a lot of people to get out of the camps. And the last one being a similar program, but helping people to relocate back to the provinces. You have a lot of people living in Port-au-Prince that come from somewhere else in Haiti, and they came there for work, but ended up being stuck there, not able to work, and not able to go back home. And so we opened the door for them to go back, again with a cash grant and a livelihood grant, so that they could return back to where they were possibly from, or from where their family now resided, or some other support network. And then, so apart from those, we had those options. Now we talk about the approach quartier intégré, or the integrated neighborhood approach. And this was more, I think Charles, you touched on it, this was more looking at a geographic sort of area
and trying to improve that neighborhood or improve those neighborhoods so that people felt that they could go back to the neighborhood and leave the camp, rather than us continuing to invest money to provide water, to provide sanitation in what were these, you know, substandard places to live, these camps which were always unsustainable and expensive to run. We looked at what would be more sustainable and what would improve the city in the longer term. Now, I'm not going to go into a master plan process, but behind this whole process was a long master plan process, working with the government, working with the community, and developing a master plan and a master project plan too, because it wasn't just infrastructure, it was also community projects and livelihoods, which we'll talk about. So that was a 2-year process, and then from there I took over in 2013, and it was a 4-year implementation project. So this is more a discussion about that implementation. And so you can see there in that previous slide, you had 10,000 households we're working with, 45,000 people approximately in those 8 neighborhoods, and in the center is that Camp Tapis Rouge, which you saw a photo of earlier. And this was the reason why we selected this area, that dark blue. And so that had 2,000 families living there, and so the reason for this project was to try and provide people with the incentive to leave that camp, or to give them options to get out of that camp into the neighborhood surrounding. And we did this through a multi-sector approach, looking at we basically called it a 3-pillar multi-sectorial approach, working with the government, working with non-government, working with partners, working with private partners and other NGOs. Pillar 1 was community development and government engagement. So working with the community, trying to build their capacity, but more importantly trying to connect them with the local authorities, with the government ministries that would be able to continue this work into the future. Pillar 2 is economic development, or really livelihoods around, you know, building personal ability to start small businesses, small trainings to people, helping people just to get onto their own feet and start earning some money. And Pillar 3, physical infrastructure and the environment. And you see here under development communautaire, this was a training that we did. Well, when I say we did, we tried to work with the existing structures. And so here you have Department of Protection Civil, which is an institute under the Ministry of Interior. They already have a program set up where they work with populations in Port-au-Prince, and they train the community to be first responders. And so all we did was to reinforce that, and we introduced them into our community. We helped facilitate those trainings to take place, and create these groups. And so this was something that was led by the government, but facilitated by the Red Cross. And this is another one around health training. Again, a similar concept, working with the Ministry of Health, training agents de santé communautaires, helping with the vaccination program that was ongoing. Again, we didn't do anything with vaccinations. This was already something that was happening in country, but we helped facilitate with the training of agents that would work in the community. We helped bring the Ministry of Health into the community, and then we helped with the storage of these vaccinations so that these vaccinations could be brought into the community and then administered. And this is a photo sort of showing that it's not all work at that community level. You know, we had to work at higher levels too. And it's important that, you know, we didn't just talk to people on the ground and the community on the ground. We really reached above to try and, you know, engage with some senior levels of government so that we got some buy-in from them. And also, so when we left, that there was a knowledge of a program that had gone on and that they knew money had been spent there, and hopefully they weren't going to walk away from it afterwards. Trying to create some sustainability. Continuing with community development, and this is training on DRR procedures, or disaster risk reduction procedures. This is just
Something that we do with all our communities, we help identify evacuation routes so that people can get out of their community when needed. They know where to go to, and it's all part of a community process that we go through. But this is a nice picture because we worked with local artisans to do a mosaic design on these signage. Rather than just buying a plastic sign that basically said the same words, we worked with the local artisans and some youth, and we did these signs all over the community. So it just engaged them further and made them feel a little bit more proud about their neighbourhood. This is the livelihood, Moyens d'Existence, supporting youth to establish small enterprises. So, you know, a lot of our money at the end of the day was spent on infrastructure, but when you talk to the community, the main need for them was jobs, and they needed an income. And then from there it was, you know, schooling, and after that it was perhaps water, and after that it was perhaps housing, and after that it was infrastructure. So, you know, we really put a lot of effort into trying to work with the youth and try and provide them with some capacity to start their own businesses, to try and get some kind of income happening in order to try and give them some hope. And then this is sort of, you know, linking more in with our infrastructure program, but continuing with livelihoods. We have block training, so training people how to make better concrete blocks, training people how to make concrete better, training people how to do steel work better. Basically, very simple messages, very, very simple messages, using what people already do, but just trying to make it safe and provide the technical training to the technicians that are going to be doing it, and then try to link it into our infrastructure project. Now, it's not just the training of technicians, we also have to then go out and disseminate this information to the community. Not at the same level, but so that they ask the questions to those masons and ask for that level of expertise to be engaged when they did work on their own house. And you can see here jobs continuing. The neighbourhood we worked in, there was no roads when we first started, there was very little access, there was no footpaths, and so everything had to be carried in. If we wanted to do excavation for public spaces, it all had to be excavated by hand and carried out, and then every brick and every bag of cement had to be brought back down. And so it was a huge amount of labour that went into the project, and this was something else that we just tried to inject and make sure that this income that we were spending, or this money we were spending on the projects, went back into the community as much as possible so that it could trickle down or recirculate through the community, through other merchants, through people that were selling food, etc. This is community-led house repairs. So we supported through one of our partners to work with community to help design their house. Now, we didn't do the designing. We had a budget which we could provide them. They had some of their own money which they would contribute to the program, and then we would just sit down with them and ask them what they wanted to do. It was generally just repairing an existing structure. Sometimes they expanded it, sometimes they painted it like this and finished it off with doors and windows. Other times they didn't. It wasn't up to us to decide what they did, as long as the structure had a roof and it was safely built in terms of the actual structure. It didn't have to have doors, it didn't have to have windows, if that's what you wanted. If you felt that you were safe and you could put them on at a later date, but you wanted a bigger house to start with, then it was up to you to do that. Another aspect of the program was working on schools. So we did a lot of school infrastructure. I think 8 schools in total, over 3,000 students were provided with new school facilities. And it wasn't just the schools, it was looking at playgrounds. This was something that just didn't exist prior to the earthquake. And then also, with these students, we engaged with them a couple of times a year, messaging about safer construction. Not in like a very theoretical way, but in a fun way. We would go, we would have discussions and games and talk about it, and just try and get them thinking about, what it is to build back and build a safer home, and how their school is also now safer.
Further infrastructure was the water supply. Again, originally when we started the project, 80% of the population, 40,000 people, would walk over a kilometre per day to get potable drinking water. And after 3.5 kilometres of network, water network, and also a new water supply reservoir, we had over 80% of the population living within 100 metres of water point. So this is not just about water supply, but it's also about how much time people are able to save in that daily chore of getting water, and also how much more water they can use, which just leads to a healthier life. Public lighting. I like this image because actually all the lights in the foreground, you see sort of a black line at the top end of the photo. That's what it was like for pretty much the whole photo. It was black. It was unsafe. People didn't feel like they could walk out or do anything at night. It was not a nice place to go. But once these lights were installed, all of a sudden life became, the whole community came to life. It was safer for women to travel, to leave earlier in the morning to get the water that they needed for the day, for people to come home later from work, for just livelihoods to continue through the night, for students to study, because you can see here there's not much else light apart from the public lighting that's there. So people don't have light in their house, they rely on that public lighting just to do something at night. This is the public spaces. So one of I think a big aspect of the program in this neighbourhood was focusing on public spaces, along with the access and the roads, etc. But we put a lot of effort into designing and building 3 public spaces. This first one being what we call Terrain Kempesh. It's a football pitch. You can see above there the vacant piece of land, which was previously filled with tents. So we had to go through a process of emptying the tents, and then from there, working with the community. It was always a football pitch, but it was also a car parking lot. It was also a garbage tip. But we've now formalised it into a football pitch, and you can see here, this is just a Saturday night football game. This is now a centrepiece for the community and all the surrounding neighbourhoods. This is where you come to play football. This is where the big matches are played. And one of the key aspects are this is FIFA grade synthetic grass that we put on here. So this is, I think I wanted to point that out, because just because you live in a neighbourhood like this doesn't mean that you deserve poor quality infrastructure. It doesn't mean you shouldn't have an investment and feel proud about your neighbourhood. And I'm going to talk about that a little bit more at the end of the 3 slides. So this is another area. This is another public space in the middle of a ravine, deep down in between 2 almost mountains. We had to excavate it all out. It was a small public space to start with, but we enlarged it. We built a culvert to help the water flow underneath this public space. And so this is something that now links 2 communities together. And it's a space for just coming together. It's been used as a church, it's been used as a basketball pitch, it's been used as a dance club, it's been used as everything. And the third one, which is Tapis Rouge, and you can see here, this was the photo that you saw at the beginning of the presentation that I told you to just keep your eye or remind yourself about. We at the end, once all the camp had disappeared, or facilitated those people to move into the permanent homes, we sat down with an architectural firm and we developed this public space, which I've only just been informed today that won an award for urban infrastructure, some kind of award in Dubai with UN Habitat, so I was really happy about this. That's pretty much the last photo of the presentation. Those photos, especially the public spaces, tried to highlight that we put a lot of effort into giving people a high quality project, right? Just spending money, spending time and effort, thinking about what we were doing, working with the community, making sure that they were happy with it, and what's come of it is that people are now looking after it themselves. People are looking after the community themselves. They have a lot more pride in the community, and it's just, I think it's changed the dynamics completely of the area that we lived in, or that they lived in.
And so I think it's an important aspect of any kind of urban development. What do you? Ok, alors, donc là, James vient vous parler d'une manière très opérationnelle dans les quartiers. Moi, je vais revenir sur la troisième solution qui était l'autonomisation des camps et la formalisation des camps en quartier. Donc ça c'est fin 2014, on est sur encore 109 camps sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dont 66 sans solution de fermeture, avec encore 65 000 personnes qui vivent dans les camps. On est en 2014, le projet de James est déjà dans la phase d'implémentation, de mise en œuvre. Moi, là, on est sur une phase d'étude de faisabilité sur le développement de ce qu'on a appelé un plan de requalification urbaine. Donc ça c'est le camp, c'est le camp qui est situé à Tabar, c'est le camp de Ville-en-Bêta, sur la rue de Maïgaté, donc qui avait été construit par les Nations Unies en 2011 avec, on reconnaît là encore les abris transitoires, avec à peu près 250 familles. Le processus qui a été mis en place en termes de méthodologie pour le développement de ce plan de requalification urbaine, c'est voilà, une étude de référence, des diagnostics et enquêtes cartographiques, enquêtes socio-économiques des ménages, voilà, c'est des échanges avec tous les partenaires institutionnels et autres, c'est commencer à définir le projet en tant que tel, commencer à faciliter l'intégration sociale, commencer à faire des réunions un peu plus larges pour commencer à parler de ce projet. Et après, il y a une étape qui est pour nous très importante au niveau de la Croix-Rouge, c'est la planification participative. C'est comment réussir à stimuler, à avoir toutes les parties prenantes autour de la table pour discuter sur les outils de planification. On va en voir quelques images. Et après, là, on repart sur l'étude de faisabilité en tant que telle. Donc, c'est des choses qui vont vous parler en tant qu'architecte. Et pour ensuite, le développement du plan de requalification urbaine et la présentation et la validation. C'est un processus d'un an et demi. Quasiment 2, puisqu'en plus il y a eu des élections municipales sur Tabar qui ne nous ont pas forcément facilité la chose, mais voilà, c'est une problématique contextuelle. Donc voilà, c'est aujourd'hui le plan d'aménagement a été validé par tout le monde. Bon, on se retrouve sur les mêmes problématique que James a évoqué, c'est sur un site, comment après le reconnecter à un maillage existant, comment essayer de le désenclaver, de le relier, et en fait là on prend les différentes... Xavier l'a dit, on n'est pas architecte, mais il y a eu toute cette réflexion de dire il y a un emboîtement d'échelles. Il y a une échelle économique, il y a une échelle pour nous aussi sanitaire, de couverture de santé, il y a une échelle sociale, culturelle, donc comment réussir à reconnecter ce camp et de connecter avec les quartiers environnants. Donc ça c'est voilà, la planification participative. Donc on essaie d'avoir cette approche inclusive avec que ce soit avec la population ou avec les autorités. On est sur là du maquettage, donc on a fait des espèces de cartographie mentale. On a été marcher au niveau du camp et dans les quartiers environnants. Et après il y a cet exercice de dire tiens, on va maintenant avec vous faire une maquette pour voir voilà, comment on pourrait développer ce quartier, enfin ce camp en quartier, pour la suite. Moi j'avais pas super bonne qualité, je suis désolé. Donc voilà ce que ça donne en produit fini. Donc tout ça c'est fait par la population. Nous on est juste là et avec les autorités, on est là pour les guider, pour voilà, les faire réfléchir. Mais on est sur le même processus qu'on a pu être tout à l'heure avec les étudiants sur l'abri d'urgence. C'est exactement le même processus. Et puis après, donc là on arrive sur voilà, ce que vous maîtrisez très bien, le développement voilà, d'un plan de masse qui reprend le maquettage. Ensuite il y a tous les plans qui vont suivre sur l'accès à l'eau, à l'assainissement. Moi, ce travail-là, je l'ai suivi de Paris, puisque maintenant je travaille à Paris depuis 4 ans pour la Croix-Rouge française, et je l'ai fait avec une architecte urbaniste que j'ai recrutée, avec qui j'ai travaillé, et c'était son travail, dans ce cadre de ce programme-là, c'était de développer le plan de requalification urbaine. Donc ça, c'est une personne embauchée par la Croix-Rouge, avec qui j'ai travaillé, pour développer ce projet. Et donc là, on arrive sur...
Typologie de bâtiment, donc ça a été, je me souviens, il y a eu même des discussions avec Crater, avec Olivier sur justement les différentes modèles qui avaient été utilisés. On a été voir aussi d'autres zones pour un peu se rendre compte des différents modèles qui pouvaient être adaptés. Et là, c'est une première proposition. Aujourd'hui, c'est ce qui est marqué dans le plan d'aménagement. Je suis sûr que si on arrive à mettre en place ce projet et à l'implémenter, il y aura peut-être encore 4 ou 5 autres versions. La réponse, elle est itérative, c'est l'intitulé de cette conférence. Voilà, itérative, c'est vraiment de se remettre en question, faire évoluer en permanence le projet, les activités, etc. Et donc voilà, et là on arrive sur l'accès à l'eau, avec aujourd'hui l'objectif est d'amener une eau potable par des kiosques à eau, entre autres, et aussi de voir comment on peut essayer de viabiliser les terrains pour que dans le futur, proche ou lointain, 5 ans, 10 ans, eh ben, on puisse toujours se raccorder à un réseau. Assainissement, c'est une grosse problématique en Haïti, hein. Il n'y a pas de tout à l'égout, donc c'est trouver des solutions d'assainissement moins polluante possible, la plus adaptée au contexte, la plus adaptée aux capacités, à la typologie du terrain. Donc voilà, ça c'est une des solutions. On a 2 solutions qui ont été proposées. Il y en a une 3e qui avait été identifiée avec les autorités. Le réseau électrique, donc on a parlé de tous les bénéfices d'avoir de l'électricité, une lumière, un éclairage public, voilà, ces facteurs de lien social. Les gens peuvent le soir s'installer, discuter. C'est aussi pour les enfants le moment où ils peuvent étudier aussi. Ils sont plus à la bougie, mais ils se mettent sous un lampadaire sur une place. Ils peuvent ouvrir leur livre d'école et travailler. Donc c'est aussi tout le bénéfice de ça. Et puis il y a un gros bénéfice sur la protection des gens. Également, la violence contre les femmes aussi, voilà, ça c'est une des réponses qui est apportée. Voilà, donc je vous ai pas montré tout il fait 35 pages, donc je pourrais vous le partager si ça vous intéresse, j'avais aucun souci là-dessus. Là, c'était vraiment de manière très simplifiée, les mécanismes de coordination, on pourrait en rajouter des flèches partout dans tous les sens. En gros, le programme, on essaye de le mettre au niveau central, c'est pas tout le temps simple, mais c'est en tout cas notre volonté de mettre le projet au cœur de tout, et après ce qui gravite autour, donc les autorités, les institutions, donc là on pourrait redéfinir le ministère des Travaux Publics, la direction de l'eau potable et de l'assainissement. Il y a eu du CLBP, l'unité de logement et de reconstruction qui était rattachée au Premier ministre, la mairie de Tabar et les services techniques décentralisés. Il y a aussi les partenaires opérationnels. On travaille avec des acteurs humanitaires, mais aussi des acteurs privés haïtiens. Il y a la société civile aussi qui est présente. Et donc à chaque entité, on peut rajouter un mécanisme de coordination important à mener. Et puis, bien sûr, une des choses les plus importantes pour nous, c'est la population, la famille bénéficiaire qui est au centre de toute notre démarche. Voilà, on a essayé de faire le plus court possible pour laisser un temps d'échange. On a une petite vidéo de 5 minutes, si vous voulez, qui est sur le projet que James vous a présenté, avec une vue aérienne par drone qui a été très bien faite. On se donne 5 minutes pour la regarder, et puis ensuite on prend le temps d'échange. Voilà, merci beaucoup. Et le son. Comment tu sens? J'ai pas de son. L'image passe. Settlement, the private space is predominant, while common spaces are reduced to those necessary for circulation. These crowded and unhealthy spaces often lead to stress and tension for the inhabitants, who live in dangerous and vulnerable areas prone to risk. In Tapis Rouge, we started by asking a question.
rassemblement. Côté nous jouons un petit monde, grand monde, petit monde. Toute qualité monde net venir pour être capable de passer un temps. Dans ça, il est capable d'une activité bien spécifique qui a fait. Il est capable soit pour musique, soit pour football, soit pour un championnat, un bagage quelconque. I think it's important to invest in public spaces when it comes to working in these kind of environments, with these kind of communities, because there's been no investment from the public sector, from the government for so long. And also when you look at the way people live, in confined spaces, there's limited space that they have to live their everyday life. 25, 30 square meters and the whole family is living underneath that roof. You need to try and provide a space to breathe. Something where the community can come together, talk together, maybe resolve problems together. The design process we adopted in Tapirouge has the community at the center. First we observe and study the different dynamics and events that take place in an informal neighborhood. Then we engage the community and create the brief. The people of a community are those who best know how a site was originally occupied. They show us the vision for a place, and together we discuss the issues that prevent some ideas from working. Through a participatory approach, we design the space together with the residents. Then finally, we begin construction, the most vibrant and interesting stage, where the people are visible in the center. Here 75% of non-skilled workforce come from the local community. We also adopt the placemaking strategies in workshop with local artists. At this point, we receive daily feedback simply by informal conversation. Jusqu'à ce qu'il soit professionnel en construction, jusqu'à ce qu'il mourra, il ne va jamais réaliser même en place publique. Mais c'est un grand gain pour moi quand même parce que moi réaliser place ça fait beaucoup plaisir. Important, moi j'ai un peu de son des projets, moi un projet comme ça, c'est un bel projet. Parce qu'un peu nous fait quand tu as parlé, quand c'est un projet à réaliser, mais jusqu'à maintenant je suis alloué, moi c'est très bien. Donc un peu nous dans la population est satisfait de passer du plan. C'est un bon bagage. C'est un bon bagage pour nous parce que ça veut dire que c'est vraiment un moment de temps. Nous avons une belle place. Nous aimons, tout le monde aime ça. Je disais merci pour le travail fourni et pour toutes les informations qu'on a reçues ce soir. Ce qui m'a interpellée, c'est sûr qu'il y a eu de beaux travaux, mais je me pose la question, l'entretien, problème d'entretien, et si ça devait encore se reproduire, est-ce que les Haïtiens seraient capables d'assurer sans l'aide extérieure la situation d'urgence? So James, two questions. Great, thanks for the work, nice, great. But two questions, what about maintenance? How these things, and second things, if a new thing happen, do Haitian could do it again without Haitian international support? Well, yeah, you need to translate. Number one, everything was done by Haitian contractors, which is an important thing. And everything was done a lot well. I say 85% of the labor force was from the community. And so we spent a lot of time working with those people, especially in the public spaces, to build their skill level up. And you saw one of the comments there from one of the people working on the paving, one of the masons, and you know, he was someone that grew a lot, and a lot of the workforce did. Their capacity just grew over the years, and which was really a good thing to see. So I think
number one, there's the capacity there that's been built. Et après, en termes de maintenance et l'entretien, le fait d'avoir été dans ce processus participatif, implication de la population, participation au niveau conceptuel et au niveau aussi de l'activité, fait qu'il y a le développement de sens de l'appropriation. Et aujourd'hui, James il a reçu des nouvelles tout à l'heure, on parle de 4 sachets d'eau. Oui. Qui était sur... parce que le projet est terminé, on est quasiment 1 an après, et il y a 4 sachets d'eau qui traînaient par terre sur la place. Vous connaissez le problème des fatras en Haïti, et voilà, c'est aussi, je trouve des images, pour moi, qui sont assez marquantes. Alors je le dis à la place de James, mais c'était là c'est une des réponses pour moi sur l'entretien et la maintenance notamment de ces espaces publics. Je peux le dire aussi. The first thing I was saying was more that there's a skill level that's been built, but then the community's taken real ownership. I was there 2 weeks ago. It's clean. I just got a message today from the architect, and like Charles said, there was 4 plastic bags of water, which is phenomenal for me, in all the public spaces that we built. These are now places that people are proud to have in the community. Some of them they charge money for. The football pitch, you're a team, you play on a Saturday night, you pay money because you also have a huge crowd. You want to sell hot dogs at the football match, you pay money to the committee. And so these things, the community's taken ownership and is now managing these public spaces anyway. Et après, sur la question de si il y a une autre catastrophe naturelle, en plus on sait que c'est récurrent en Haïti, tout dépendra de l'ampleur. Le séisme du 12 janvier, c'était jamais vu, en plus Port-au-Prince, donc tout dépend de l'ampleur. Je pense qu'il y a quand même une augmentation des capacités, un renforcement des capacités de la population haïtienne sur se prémunir et se préparer à des risques de catastrophes naturelles, mais après d'être en capacité d'y répondre seul, j'en doute. Après ça peut être aussi une réponse au niveau régional. Il y a cette solidarité aussi caribéenne qui pourrait aussi être une vraie réponse. Haïti reste quand même un pays faible. Voilà, je suis très honnête, sur instable, avec des crises, des catastrophes naturelles qui sont récurrentes. Enfin, je ne sais pas si vous avez noté la première slide que présente Xavier en 2010. Vous étiez peut-être là-bas. Il y a le tremblement de terre. En octobre, il y a l'épidémie de choléra. Et des émeutes. Il y a les élections. Donc c'est... j'ai peut-être calé, je suis désolé. Martelly. Avec toutes les problématiques qu'il y a eu. Ensuite, il y a eu le cyclone Sandy. Ensuite, il y a eu, je sais plus quel... il y en a encore eu un autre cyclone. Là, on a eu Matthew en 2016, 2007. Donc oui, c'est compliqué. C'est un pays qui est compliqué, mais pour moi, qui a quand même appris quelque chose. Et pour avoir eu l'occasion de revenir, alors moi, c'était ma dernière visite, c'est en 2016, sur Haïti, et de l'avoir quitté fin 2011, début 2012, j'ai quand même vu un changement. Et j'étais quand même content de voir ce changement, parce que des fois quand on y est, c'est vrai que quand on est un peu la tête dans le guidon, on n'a pas l'impression on voit pas que les choses positives, on voit beaucoup les choses négatives. Et moi, d'être parti pour y retourner m'a donné quand même une impression d'amélioration du paysage et de Port-au-Prince. I also just want to add, sorry. Don't be sorry. I think I'd spent a long time in Haiti, and from the outset, your question about maintenance and looking after it was at the forefront of everything we thought about. And it began with talking to the community and trying to work out how they were going to manage these spaces. And I think it's eventuated. And I'm going to continue going back to visit over the next 6 months, and I hope to see that this continues to be looked after the way it has, for which has now been almost a year since the completion of some of these spaces. Une autre question? Oui. Bonsoir à tout le monde. Moi c'est Josué Lamotte. J'ai vécu
le tremblement de terre, bon, c'était pas trop ça, hein, parce que c'est comme si vous êtes dans cette salle et d'un coup il y a tout qui tremble et là vous ne savez pas d'où ça vient, parce qu'en Haïti on n'a pas eu cette formation, comment, qu'est-ce qui était un tremblement de terre, comment ça se passait et qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, donc merci pour tout le travail que vous avez fait. À vrai dire, moi j'habite à Jacmel, donc du coup ma famille n'a pas été trop touchée, et aussi on était en plein centre-ville, donc du coup on n'a pas vraiment connu ce mode, voilà, qu'on a, que vous avez présenté ici, mais quand même à la télé on voyait, et voilà, c'était comme ça. Ma question c'est, vous avez fréquenté les pouvoirs publics, voilà, et dans les réunions, tout ça. Est-ce que il y a vraiment un plan de reconstruction, ou est-ce que les acteurs sur place qui sont aussi dans l'architecture, est-ce qu'ils ont présenté un plan de reconstruction? Comme ça, moi je peux dire, ah tiens, dans 5-10 ans, Haïti va reconstruire, voilà le plan. Et s'il y a un plan, est-ce qu'il y a une volonté de réaliser ça? Voilà. Voilà ma question. So about how the plans have changed. There is any big master plans of reconstruction for Haiti and There's lots of big master plans. I think you just translate directly, but yeah, I think the government has big master plans. You start to see now downtown with some of the big ministry buildings being rebuilt now. Of course, funding is an issue, but I see progress and I see hope. But of course, you know, a lot of plans don't eventuate. What I can say is our master plan was designed to fit in with the master plan that was in place at the time. That master plan has since changed. So it's a dynamic thing, and I think one of the biggest problems that we have is lots of people planning and not a lot of implementation happening. Ouais, donc, ce que disait James, donc il y a une multitude de plans qui existent et sur lequel le plan d'aménagement sur le site de James ou celui qu'on a fait nous sur le site de Velambeta rentre dans un plan beaucoup plus large pour le développement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Je me souviens moi des discussions avec la DINEPA par exemple sur le réseau d'eau, comment ils doivent se connecter par rapport au Grand Master Plan. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Après c'est vrai qu'il y a une difficulté sur la réalisation. Ça c'est vrai que c'est une des difficultés. Il y a eu beaucoup de réflexions. Après moi je me souviens de discussions avec notamment le CIAT, qui est le comité interministériel d'aménagement du territoire, qui avait été créé, de dire de toute manière on est sur un processus de 20-30 ans, même plus, 40 ans. Je me souviens des discussions aussi où parce que ce qui est bien en Haïti, et ça moi je tiens à le reconnaître, c'est il y a un cadre législatif, il y a un cadre légal qui existe, il y a des fascicules techniques, il y a des tutoriels, des méthodes, on dit voilà, si vous voulez faire votre dimensionnement c'est comme ça, c'est telle approche, donc ça existe. Et il y a une volonté forte. On discutait tout à l'heure dans la conférence de ce midi avec Olivier sur le projet de cratère pour mettre dans le cadre légal la construction en bois qui a été développé. Il y a une vraie volonté et ça existe. Et ça, c'est un cadre. C'est pas, je vous rassure, c'est pas dans tous les pays où on a un cadre. Hein. Je travaille dans d'autres zones et ça, c'est une vraie force. En revanche, il est vrai que la mise en place et l'implémentation est des fois difficile. Mais il y a énormément de plans qui ont été faits. Juste pour complémenter ça, moi je suis retourné en Haïti l'année dernière pour Mathieu, la fondation de Mathieu, au niveau gouvernemental. Qu'est-ce qui a changé depuis le temps de terre? Des choses très très bêtes. On vous a dit que on vous a montré que la solution location était quelque chose qui comptait.
au moment pré-tremblement, quand on avait besoin d'un répondant du gouvernement pour dire mais quel ton on utilise, est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'était pas vraiment le possible. Parce que tous les ministères étaient tombés aussi. Mais il y a une nouvelle agence qui a été créée sous le Premier ministre, qui s'appelle l'UCLBP. Et on a travaillé avec eux. Et ils ont repris la main. Et ils ont tout le travail de décongestion des camps, c'était eux qui l'ont l'idée. Quand je suis retourné sur Mathieu, on a dit ben, la solution de location, c'est peut-être une solution sur Jérémy Lécaille. Comment on fait? Ben, faites-nous un survey, les agences, faites 3 surveys, on recoue et on décide. On a pris 3 ONG qui ont fait une surveillance du prix du marché, un rapport, et l'UCLBP a dit boum, si vous travaillez à Jérémy, c'est ça le prix du loyer. C'est chose qui n'était pas imaginable en 2010. Autre exemple, en 2010, il n'y avait pas de politique de logement. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cadre. C'est quoi votre politique? Qu'est-ce que vous voulez qu'on reconstruise? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a un cadre du logement. C'est pas tout rose, c'est pas... Mais ça progresse. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir. Ouais. Le MTPTC a fait beaucoup de choses. Voilà. Après, il faut les appliquer. C'est bien, c'est présent. Après, il faut maintenant qu'il y ait la volonté de dire... Il faut le contrôler. Ce que disait James à un moment donné dans sa présentation, c'était sur la partie moyens d'existence et la formation technique des gens qui construisaient les blocs de béton, etc. Il y avait un autre aspect de son projet qui était la sensibilisation des populations à les connaissances de base de la construction. Pourquoi? Pour justement que la famille puisse avoir des moyens pour dire à un moment donné au gars, hey, t'es sûr là? J'ai pas l'impression que c'est en fait moi ce qu'on m'a expliqué. Donc pour rajouter un autre contrôle. Et après il faut avoir il faut qu'il y ait une volonté forte qu'à un moment donné ça soit appliqué, que tout ce qui a été fait par le MTPTC, par la DINEPA ou par d'autres ministères soit appliqué et on force les gens, quitte à pénaliser. Moi je suis pour à un moment donné la sanction, peut-être un peu dur, mais je pense qu'à un moment donné c'est ça qui permettra de faire respecter certaines règles de construction. I just also want to say, now I'm not going to say everything's perfect and everything's moving along the way we would like, but you know, when I arrived, 13, I think we mentioned it before, 13 of the 15 ministry buildings collapsed with a lot of the technical expertise. And now those buildings are being replaced and the ministries are being restaffed. You have MTPTC that now has a proper headquarters. I'm working on the Faculty de Science university building. So now this university is getting rebuilt. You know, it took New York City 12 years to rebuild after September 11. It's going to take a long time, but for me, I see it moving in the right direction. Bonsoir. Alors merci pour la présentation et merci pour l'aide, comme l'ont dit mes camarades. Désolé. Je voulais savoir, parce que moi j'ai pas grandi à Port-au-Prince et je sais que c'est le centre d'Haïti, Port-au-Prince, il y a la centralisation qui est... En fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Port-au-Prince et qui n'ont pas vraiment de raison d'être là. Et je vous avais dit à un moment donné qu'il y avait un moyen mis en place pour aider ceux qui voulaient partir en province. Et je voulais savoir si on met Port-au-Prince de côté, est-ce qu'il y a des projets en fait pour justement éviter tous ces bidonvilles qu'il y a à Port-au-Prince en relocalisant les gens dans les provinces. Pas forcément de la Croix-Rouge, mais si vous en avez entendu parler. For the people to go back to their province. So if there's additional action projects, there's a way to empty Port-au-Prince. I give the floor to... Je voulais juste dire merci aux Haïtiens. Vous arrêtez pas de nous dire merci à vous, parce que c'est vous à un moment donné c'est vous qui allez reconstruire votre pays. C'est grâce à vous si on a pu faire ces projets-là. Et c'est donc merci de nous dire merci. Moi aussi je tiens à quand même remercier le peuple haïtien pour tout l'effort qu'il a fait pour reconstruire Haïti. Et il faut qu'il continue. That option was specifically developed to help with the camps that were around, especially 2011, 2012. I think it would be a really good idea if somehow we could continue to try and propose projects outside of Port-au-Prince and try and encourage people to leave Port-au-Prince. But it's not something that's happening in a strategic and
directed way, especially from the Red Cross or any of the NGOs. Although I would say the government's starting to invest outside of Port-au-Prince, and you start to see some of the roads that are now stretching up towards Cap-Haïtien. It's still a long drive, it's not perfect, but you start to see these projects and you start to see other areas being developed, which is going to slowly, hopefully make that pull factor so people leave Port-au-Prince, which is really, really overpopulated and don't have the jobs that people are looking for. I don't know if that helps at all. Your question? Vous avez compris ou pas? Il y a ce qu'il disait, c'est qu'il y a certaines infrastructures routières qui commençaient à se mettre en place et que ça pouvait aider aussi à un moment donné décongestionner Port-au-Prince. On a vu aussi Cora-Canaan et tous ces endroits-là au niveau de Croix-des-Bouquets, un peu plus en haut, qui peuvent être aussi des choses qui peuvent être investies. Il peut y avoir des réflexions. Après, c'est pas plus notre rôle en tant qu'humanitaire, je dirais, d'avoir cette réflexion sur une ville étalée, Port-au-Prince étalé. Moi, je me souviens de certaines discussions sur le projet de faire revenir les gens dans leur province d'origine. C'était aussi assez compliqué parce que les gens sont partis à Port-au-Prince pour trouver un travail et faire de l'argent. À un moment donné, revenir dans sa communauté, dans son village natal, c'est un sentiment d'échec. On est parti à Port-au-Prince pour arriver à faire de l'argent, trouver un travail, avoir une situation, etc. Et les gens qui reviennent, c'est compliqué pour eux. Parce que il y a ce sentiment d'échec, et il faut aussi les accompagner. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu plus délicat à toucher, mais pour justement refaire partir les gens dans leur province d'origine. Mais après, il faut développer. Oui, Olivier. En fait, ce que je voulais dire, c'est la différence ou la complémentarité entre urgence et développement, quoi. Aujourd'hui, moi, je constate en Haïti, j'y travaille, qu'il y a beaucoup d'initiatives d'intellectuels haïtiens qui développent les villes dont ils sont originaires et qui font en sorte qu'il y ait du travail dans ces villes. Tu parlais de Jacmel, moi je travaille à La Vallée, c'est à côté. Hein. Il y a et puis il y a Venu aussi, il y a plusieurs endroits où les intellectuels haïtiens, les gens ou les businessmen font en sorte de faire vivre leur ville d'origine et donc à travers cela ramènent des gens dans leur ville d'origine. Donc autant l'urgence se concentre à l'endroit où elle a frappé, autant la continuité de l'urgence doit accompagner ces dynamiques. L'argent qui peut être capté ailleurs doit supporter ces initiatives des intellectuels haïtiens ou des organisations haïtiennes pour ramener, pour aider les gens à faire ce que vous dites, que les Haïtiens ont très bien compris. Les gens vont à Haïti pour chercher de l'argent parce que l'argent est à Haïti. À Port-au-Prince, pardon. À Port-au-Prince, parce que l'argent est à Port-au-Prince. Si l'argent va ailleurs, les gens vont suivre et on va désengorger un peu Haïti. Donc actuellement, il y a beaucoup, je trouve, dans les gens que j'accompagne, d'initiatives hors de Port-au-Prince, de groupes locaux, d'ONG locales qui font de l'activité là pour les accompagner. Et après, c'est ce que disait James, c'est aussi, il faut du financement, il faut financer, hein, ça coûte cher hein, de retravailler sur l'aménagement, le développement d'une capitale. Et ça, c'est un petit peu malheureux, je trouve, par Haïti, parce que ça a été, on en a beaucoup parlé, et peut-être même un peu trop. Et ça nous a tous mis à un moment donné beaucoup de pression, que ce soit la population, que ce soit les autorités, que ce soit les acteurs privés humanitaires. En 2010, on a dit qu'il y a beaucoup d'argent, sauf qu'en fait c'est des processus qui sont très longs. Et aujourd'hui on a un peu oublié Haïti. Alors certaines catastrophes naturelles nous les rappellent, mais typiquement Mathieu, c'est pas sur Port-au-Prince. Et Port-au-Prince, on n'est même pas 10 ans après le séisme, il y a encore besoin d'investissement. Il faut encore investir sur le développement de la ville, sur peut-être un étalement, et pour mettre en place aussi tous ces master plans dont on a évoqué. Et je trouve que ça, c'est un petit peu... Voilà, je trouve que Haïti est moins sexy qu'il l'a été en 2010, malheureusement, alors que je pense que des efforts doivent être faits justement maintenant pour éviter des dégâts lors du prochain tremblement de terre, parce qu'il y en aura. Et on l'a bien vu sur certaines
certaines familles qui sont parties se réinstaller à flanc de montagne sur les mornes dans des situations qui sont pas du tout safe. Enfin moi j'ai cette vision de Pétionville, sur les hauteurs de Pétionville, où là ça devient assez dramatique. Et c'était en 2010, il y avait pas beaucoup de monde qui s'installait, et là il y a beaucoup de monde qui sont installés. Et là je pense qu'on est et c'est là où il faut investir maintenant en fait, et pas après. Je reste persuadé qu'en investissant avant la catastrophe, on sauvera de l'argent que plutôt de l'investir après la catastrophe. Ça coûte beaucoup plus cher après que si on met les mesures de mitigation, d'adaptation. Surtout avec un contexte de changement climatique qui va amener des cyclones de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Juste pour complémenter ça, par exemple Mathieu, moi je retourne sur Mathieu, peut-être que Mathieu aura plus d'impact long terme que le tremblement de terre. Pourquoi? Parce que Mathieu a frappé Grand'Anse et les Landes du Sud, qui étaient des zones productives. Des gens qui produisaient la nourriture pour Port-au-Prince, les légumes et les fruits. Et avec changement climatique, on a des sécheresses. On a Mathieu, on a une sécheresse après. Mais donc les gens, les Haïtiens, qui résistaient dans ces zones et qui essaient tant bien mal de se nourrir et aussi de nourrir la Port-au-Prince, eh ben, il y a beaucoup de gens qui vont sur l'exode. Et Haïti n'est pas différent de tous les pays du monde. L'exode urbain, la concentration maximum. Donc est-ce que Haïti suit un scénario global de changement climatique, de méga urbanisation, de bidonville? Est-ce qu'une autre ville au monde aurait pu se relever d'un 200 000 morts? C'est aussi une question qu'on peut se poser. L'échelle du désastre était telle que se relever de ça, c'est très compliqué. Et alors c'est pas parfait, mais c'est au moment où Haïti arrive à se rétablir, à reconstruire ses ministères, il y a aussi une explosion démographique et une explosion de l'exode urbain, rural-urbain. Donc c'est de nouveaux défis. Résoudre les anciens, c'est aussi répondre aux nouveaux. Donc, mais je pense que c'est quelque chose qui est mondial. Si on parle du Nigeria, si on parle des grandes villes qui explosent, mais Haïti, il y a encore plus d'enjeux parce que c'est Haïti, parce que c'est déboisé, parce que l'économie, la capacité de production est amoindrie, donc c'est très très compliqué. Mais après, c'est clair que c'est un des pays les plus pauvres de la Caraïbe. On est d'accord. Et ce qui n'arrange pas forcément. Mais ça reste un pays qui est fier et qui a raison d'être fier. C'est un pays qui a changé le monde, les gens oublient, mais c'est à cause d'Haïti, on en parlait avec Jojo il y a pas longtemps, c'est à cause d'Haïti que c'est la première république noire qui a dit stop d'esclavage et qui a pris son indépendance, qui a dit stop. C'est le pays qui a aidé Simon Bolivar. C'est à cause d'Haïti que les États-Unis ont pu racheter la Louisiane parce que l'État français a perdu son armée. Donc si les États-Unis aujourd'hui sont ce qu'elles sont, c'est parce que Haïti s'est révolté, parce que il y a une vraie fierté. Et moi, nous trois, on a dit Haïti parce qu'on a une vraie passion pour Haïti. Et pourquoi? C'est parce que il reste en Haïti une fierté incroyable, une culture incroyable, une fierté d'être. Et la langue française, là on parle anglais, mais la langue française, c'est peut-être le pays où elle est la plus riche. Donc il y a beaucoup de fierté en Haïti, mais c'est un pays qui a beaucoup de défis. On va peut-être maintenant, les étudiants, est-ce que vous avez une question? Parce qu'on a parlé haïtiens, spécialistes. Est-ce que des étudiants ont une question? Ou les gens extérieurs? Si. Je ne suis pas étudiante, mais j'aimerais tout de même poser plusieurs questions. D'abord, j'aimerais savoir combien de jours, je peux le dire en anglais aussi, après le tremblement de terre, vous êtes arrivé en Haïti. Moi, c'était 15 jours. C'était 3 mois. 3 mois. Ensuite, j'aimerais savoir si, dans l'expectative du prochain tremblement de terre, il y a de la prévention, par exemple des plans de prévention risque sismique dans les écoles, si ça se fait, s'il y a des exercices de simulation, si are there any safety school plans, you know? Contingency plan. Is this working? As far as what the design or what actually working with the schools and people to evacuate?
Is this what you're talking about? That's right. Yeah. Organizing. Yeah, I mean, we had, yeah, I mean, I can speak for my program, and I also know for others, that we had 41 schools in our area, and all 41 schools were involved in training with the teachers, simulation exercises twice per year, engaging with the Ministry of Education, engaging with Haitian Red Cross, trying to get them to take over these simulation exercises. But I'm not going to say it's perfect. You have an issue in Haiti where teachers are not being paid, therefore teachers are often leaving the schools, new teachers are coming in, so you're constantly trying to battle with this turnover of staff, and you're losing that knowledge and capacity that you built into the schools for this to take place. But what I can say is everyone has an alarm, a bell to ring, everyone has an evacuation map. All the students have been trained over the last 5 years on a continuous basis, and we're trying to get Haitian Red Cross to continue doing that. But it's a challenge to continue now that we are leaving the community for this to continue on. I hope it does, but I'll be honest and say, it's a 50% chance of it happening or not happening. And in some schools, more likely, obviously. There's some schools which are just better run. 80% of the schools in our area, or 85%, are private. Now, it doesn't mean that they're private schools in terms of an expensive fee, but they're not supported by the government, and they run on a very low fee base, and so some of those schools work really well and keep their teachers. So in some cases it's better than others, but we definitely had that as one of our community development activities. Et si je peux juste compléter, avec la Croix-Rouge haïtienne notamment, il y a des gros projets actuellement de réduction des risques et des catastrophes qui travaillent justement sur les plans de contingence. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a des branches en fait locales dans tout le pays de la Croix-Rouge haïtienne. On travaille justement à comment avoir ces plans de contingence qui soient prêts avec des stocks de prépositionnement, comment développer les systèmes d'alerte précoce. Avec l'information radio, de l'information par SMS qui est traduit, qui est envoyé aux populations. Et après, il y a eu forcément cette sensibilisation et cette formation au risque. Elle n'a pas touché l'intégralité de la population et 100% d'Haïti, mais en tout cas, c'est les gros efforts qui sont faits parce qu'on sait que c'est des pays, et notamment, moi je parlais les effets au changement climatique, parce que la zone caribéenne, on a eu Irma, on a eu José, on a eu Maria, donc c'est une vraie problématique sur la zone. Et typiquement, nous, on a ce qu'on appelle une plateforme d'intervention qui est basée à la Guadeloupe, et on travaille beaucoup avec Haïti sur ces mécanismes de préparation, de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles. I'll just say one more thing. Over my time there, I did see 2 hurricanes or cyclones come through the area. They didn't hit directly Port-au-Prince, but I did see the community and the action plans be put in place, whether it be by the community agents for the whole community or within the schools, warning parents, warning teachers, and you saw the mechanisms in place. So to some degree it works. Whether that can continue on is sustainable without us is a question that needs to be followed up on. D'autres questions? En fait, je voulais savoir comment vous choisissez les familles qui sont bénéficiaires. How you choose the selection of the beneficiaries? Well, for the camps, it really was. You were in the camp. The door was open, and anything, and even to the point of if one of our options don't suit you, come and talk to us. It was really like that, especially for those first 2 years. Let's translate. Need to translate or not? Alors après, on fait des enquêtes initiales socio-économiques pour voir aussi, on a différents critères. Les revenus de la famille va être un critère. Si une femme est seule et en charge des enfants, ça va être un critère aussi. Après, dans les projets qu'on a sur un camp ou qu'on travaille sur un quartier, l'espace public par exemple, tout le monde est bénéficiaire de ça. Après, on arrive dans plus de complexité quand on arrive sur de l'individuel.
Donc là, quand on est sur la maison, l'habitat, là, c'est là où on rajoute, nous, les critères supplémentaires par rapport aux enveloppes budgétaires qu'on a qui sont dédiées à l'activité. On va se rajouter, on fait des études qui sont assez complètes, voilà, ce qu'on appelle les études socio-économiques des ménages, où on peut savoir leur revenu, le nombre de personnes dans la famille, si on voit qu'il y a des gens qui sont en situation de handicap, si on voit des personnes âgées qui sont en charge, par exemple, d'encore gérer des enfants ou leurs petits-enfants. Bon, bah, tout ça, on se fait des listes de critères avec des scorings qui nous permettent de mettre en priorité des personnes plus que d'autres. Et ça, ce qui est important, c'est de les expliquer à la population. Parce que dès que quand vous travaillez sur l'espace public, ça bénéficie à tout le monde, ça va. Ça se passe bien. Dès qu'on arrive à dire, bah, je sais pas, on peut en faire que 10 sur les 30, les 20 qui sont mis de côté, il faut bien, là, tout le travail de sensibilisation, d'explication, les réunions avec les communautés, en leur expliquant bien quels vont être les critères, pourquoi on fait ça, pourquoi on choisit ces personnes-là. Voilà, ça c'est une étape qui est importante et qui est pas simple. C'est pour ça qu'on a un peu rigolé, parce que c'est toujours difficile de sélectionner des gens, surtout on sait que ça joue à pas grand chose et que certains pourraient être bénéficiaires, mais que le projet et l'argent qui est mis ne peut pas permettre de toucher l'intégralité. Et après, des fois, on s'adapte aussi. C'est qu'on a vu des projets où, par exemple, on pouvait donner un support plus important à des familles qu'on considérait comme plus vulnérables, et un support un peu moins important en termes financiers, en termes de matériel, tout ce que tu veux, qui permet justement de toucher le maximum de personnes, mais avec un degré différent. T'es plus vulnérable, et t'as beaucoup plus d'aide. T'es dans une situation un peu moins vulnérable, et t'auras un peu moins. Et ça permet de toucher l'intégralité, et ça c'est une autre approche aussi. Tout ça, c'est par rapport à un contexte. On ne pourra jamais dire c'est ça, voilà, c'est ça, les critères les plus importants. C'est par rapport à ta communauté, comment elle vit, voilà, essayer quand même de toucher le maximum de personnes. Toutes ces discussions-là sont faites au début du projet et sont réfléchies quand on développe les programmes. Alors, il est 9h10, vraiment au début de la heure. Très bien. Je vais proposer qu'on fasse un dernier commentaire de James. Et ça, on va demain matin dans la réorganisation. Si vous avez des questions, vous voulez continuer la discussion, vous allez les voir. Ils sont très heureux, les trois, et Olivier est toujours très heureux de parler ici. Non, parce qu'Olivier connaît très bien aussi. Et Olivier connaît très bien. Donc, on ne peut pas, c'est une relation, on ne peut pas résoudre la question, c'est ce qu'on pourrait discuter. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'on finalise la dernière commentaire de James. Et puis, demain matin, on est là, venez nous voir, en fait, des questions techniques, des questions que vous ne vouliez pas poser ici. Et voilà, n'hésitez pas, parce que nous, on est toujours très très contents de parler avec Michel. On a fini jusqu'à 1h30 du matin pour Haïti hier soir, donc on est capable d'en parler pendant longtemps. Last comment for James? I was just going to say that regarding this beneficiary selection, it can get very complicated, and Charles discussed about the vulnerability criteria, but also the people that are most vulnerable are the most difficult to really help, especially when you start to work in neighborhoods and infrastructure, and you know, some people are getting jobs and some people are getting a house and they live next to a public space and they have a light built outside their house, and it's really difficult to try and to manage that situation. And it was a constant challenge on my behalf and the team's behalf to try and manage that issue throughout the community. And it's just a consensus building and talking and discussing, and you saw in the video there every day talking, discussing, hearing the problem, changing your plan the next day, changing. Lastly, just leaving with you all the thought that you have to be flexible when doing something like this. You can't have a fixed plan like you would like. Start 1 year, finish 4 years later, all done. It's different by the time you get there, but you achieve hopefully the same kind of outcome as far as impacts for the beneficiary. Merci. I said beneficiary.